Bien, bonjour à tous. Nous allons continuer cette série de conférences. La semaine dernière, c'était les observations. Aujourd'hui, c'est la théorie des grandes structures. Les grandes questions qu'on veut se poser, vous voyez que ça ne varie pas. Depuis les temps immémoriaux, l'homme préhistorique se demandait pourquoi tout ça dans le ciel existait. On se pose les mêmes questions, mais on a beaucoup plus de connaissances, de background. On a la matière noire, l'énergie noire. Donc c'est ça qu'on voudrait se poser en regardant les grandes structures. Donc la question à laquelle on veut répondre, en fait, avec ces structures-là, c'est à quelle vitesse elles se forment. On a vu l'autre jour que tout le secteur noir, matière noire et énergie noire, pourrait peut-être être résolu par un changement de la loi de la gravité. Donc, est-ce que les structures se développent avec la bonne vitesse, celle de la relativité générale ou bien quelque chose d'autre? On voudrait aussi connaître le biais des galaxies. On sait qu'on ne voit pas la matière noire, on ne la voit que par les traceurs qui sont les galaxies, mais les galaxies sans doute se forment et brillent grâce à leurs étoiles uniquement dans les pics de densité. Donc qu'est-ce qui est dessous? On appelle biais le rapport entre les pics de densité de galaxies, celles qu'on voit, et puis les pics de densité de matière noire. Donc ce rapport peut être 1, 2, 3, on ne sait rien. Donc on aimerait connaître ceci. Et tout ceci, ça va être fonction de la quantité de matière noire oméga m, que l'on connaît par ailleurs par le fond cosmologique, lambda, mais aussi de leur évolution. Et c'est ça qu'on aimerait connaître, l'évolution de lambda. Est-ce que c'est une constante, pas une constante? Donc en gros, on voudrait savoir comment on passe de ce fond tout à fait homogène et isotrope, le fond cosmologique vu par le satellite Planck. Ici, vous savez qu'il y a des fluctuations de densité qui sont très petites, 10-5, 380 000 ans après le Big Bang. Et aujourd'hui, on voit, par exemple, dans le survey de Thomas, mais aussi le Sloan, etc., des structures qui, selon la taille, les groupes, les filaments, les groupes de galaxies, peuvent aller jusqu'à 10 puissance 6. Donc, comment passe-t-on de l'un à l'autre? Alors déjà, on peut essayer de savoir les équations qui gouvernent cette croissance. Évidemment, ça va être la gravité. La gravité est la principale force en astrophysique. Mais le problème est que l'expansion de l'univers va empêcher ces petites fluctuations, qui sont très petites, 10-5, de s'effondrer sur elles-mêmes. Donc, va-t-on gagner et à quelle vitesse? Alors, on va définir cette quantité A de t, qui est le rayon caractéristique de l'univers. On va le normaliser à 1 aujourd'hui. Donc on sait qu'à partir du Big Bang jusqu'à aujourd'hui, on a un rayon de l'univers caractéristique qui croît. Au début, il est même décéléré, l'accélération est décélérée, et puis ensuite, on voit que c'est réaccéléré jusqu'au bout. L'accélération survient il y a à peu près 5 milliards d'années. On le voit ici. Donc A de t sera toujours inférieur à 1 et sera égal à 1 aujourd'hui. Donc on va essayer de savoir quelles sont les instabilités gravitationnelles. Normalement, dans un milieu qui est découplé de l'expansion, comme la Voie lactée, notre galaxie, où se forment des étoiles, on sait très bien que pour former une étoile, il faut avoir une masse suffisante. Il y a un seuil qu'on appelle taille limite, taille de Jeans, et qui correspond, si vous avez une masse plus grande que la masse de Jeans, vous allez vous effondrer en un temps de chute libre qui est inversement proportionnel à la racine carrée de la densité. Alors, est-ce qu'on va obtenir quelque chose de semblable pour l'univers? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer dans un univers comobile qui croît avec l'expansion. Donc, finalement, dans ce référentiel-là qui s'étend, on va avoir la distance entre galaxies constantes, sauf s'il y a des petits mouvements en particulier. Donc, on va appeler V la vitesse, par exemple, dans le référentiel fixe, et puis U, V sur AT. On va diviser toutes les grandeurs R et tout par A de t, donc on aura des grandeurs fixes. Et on écrit toutes les équations. Alors ces équations sont l'équation du mouvement, la dérivée de la vitesse qui est égale au gradient du potentiel gravitationnel phi, le gradient de la pression, s'il y a un gaz diffus qui a une certaine pression. Vous avez une conservation de la densité, et puis la loi de Poisson qui dit que le Laplacien du potentiel phi est égal à la densité. Alors vous voyez qu'ici, on a utilisé U, les coordonnées, dans le référentiel comobile. On peut montrer, je n'ai pas le temps ici de le développer, mais on peut montrer que les équations sont les mêmes si, au lieu d'avoir ρ, la densité, on a le delta. Alors delta, qu'est-ce que c'est par définition? Pour faire court, c'est le gradient, enfin la delta de la densité, delta ρ sur ρ, la fluctuation de densité en quelque sorte, fluctuation relative de densité. On va appeler delta, le delta ρ sur ρ à partir de maintenant.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire évidemment qu'il y a dans ces équations un compromis à avoir entre le temps de chute libre, comme je vous le disais, qui est l'inverse de la densité. Alors, ρ1, c'est la surdensité de la petite région qu'on veut voir s'effondrer, et puis l'expansion, qui est aussi la densité moyenne de l'univers. Alors, on peut montrer, en résolvant ces équations, que ce fameux delta, la fluctuation de densité, va croître comme le rayon de l'univers, donc A de t. Donc, il y a un certain espoir, puisque A de t croît, que delta va être beaucoup plus grand que 10-5. Il va croître comme le redshift aussi, le décalage vers le rouge. Comme vous savez, le rayon est aussi la même expansion dans la longueur d'onde du photon. Et donc, on peut calculer ces longueurs d'onde de Jeans. Alors ici, il y a un diagramme assez complexe qui montre que, en fonction du temps, selon la taille de la structure, à quelle vitesse vont-elles s'effondrer. Alors, on voit qu'il y a un temps d'équivalence et un temps de recombinaison. Donc, je vais aller le définir au slide suivant. Ici, vous avez plusieurs étapes. Alors, on sait que les baryons, au départ, juste après le Big Bang, sont très très chauds et ionisés, jusqu'à justement ce temps de 380 000 ans après le Big Bang, où la température arrive à 3000 K, le redshift, le décalage vers le rouge, est à 1000, et à ce moment-là, les protons et les électrons se recombinent en atomes d'hydrogène. À ce moment-là, les photons se découpent complètement, n'interagissent plus avec la section Thomson, et on peut effondrer les baryons. Au départ, ils ne peuvent pas s'effondrer. Donc on a ce temps-là, qui est à Z égale 1000, ou température 3000, et où le niveau devient neutre, on peut vraiment s'effondrer. Par contre, la matière noire, elle, va s'effondrer avant. Alors, quand va-t-elle s'effondrer? Elle est quand même toujours empêchée par le rayonnement, par les photons. Les photons vont toujours à la vitesse de la lumière, ont une pression importante et empêchent toutes les structures de s'effondrer à l'intérieur de l'horizon. C'est l'horizon et le rayon qu'a parcouru la lumière depuis le Big Bang. Donc, là où agir, sphère d'influence du rayonnement. Eh bien, alors ce que vous voyez ici, c'est que la matière, elle, dans l'expansion, la densité de matière décroît comme l'inverse du volume, ce qui est normal, en 1 sur R-3. Donc vous avez la matière ici. Par contre, les photons, eux, n'ont pas de masse. Donc non seulement le nombre de photons, en effet, décroît comme 1 sur R3, puisque c'est le volume, mais aussi l'énergie du photon. L'énergie du photon, elle va être décalée vers le rouge. La longueur d'onde croît comme le rayon caractéristique de l'univers. Donc on va avoir une densité en R-4. Donc vous voyez que le rayonnement est ici, va décroître beaucoup plus vite que la matière. Il y a un moment, ici, à peu près Z égale 4000, qu'on appelle équivalence, où il y a équivalence d'énergie entre matière et rayonnement. Matière, essentiellement matière noire, puisque ça domine. Donc c'est à partir de ces points d'équivalence que la matière noire va s'effondrer. Et en fait, elle va pouvoir faire des puits de potentiel dans lesquels la matière ordinaire, les baryons, vont pouvoir tomber ensuite. Donc on peut dire que, si vous voulez, la matière noire va faire le lit des baryons qui vont ensuite tomber dans ce... Donc si je reviens là, pour expliquer mieux maintenant cet diagramme, alors en fonction de la taille, vous voyez que dans 1 et 2, ce que se passe-t-il ici? Pour les tailles qui sont plus grandes que l'horizon, elles n'ont pas la sphère d'influence du rayonnement, puisque le rayonnement s'arrête à l'horizon. Donc ces structures peuvent collapser sans être freinées par la pression de radiation des baryons. Donc vous avez en 1 ici, les deux baryons et matière noire croissent. Et puis en 3, par contre, c'est complètement arrêté. À partir du temps d'équivalence, donc 4, vous avez les baryons qui, eux, sont encore en équilibre avec les photons. Donc ils dansent avec des ondes acoustiques, des ondes sonores. Donc ils ne peuvent pas s'effondrer, ils sont toujours en équilibre de pression. Donc ici, on a l'oscillation baryonique, l'oscillation acoustique. Et par contre, la matière noire, donc c'est dans toute cette région que la matière noire prend de l'avance sur la matière ordinaire pour s'effondrer. Et puis ensuite, lorsqu'il y a recombinaison, alors là, la matière devient neutre et la masse de Jeans, la longueur de Jeans décroît, et on peut en effet partout croître ici dans cette région proportionnellement à la taille de l'univers. Donc voici en gros les grandes lignes qu'il faut retenir. Et vous avez un temps d'équivalence matière-rayonnement, à partir duquel la matière noire commence à faire les puits de potentiel, les galaxies noires, les galaxies de matière noire, et puis plus tard, les baryons vont s'effondrer. Alors on peut aussi le représenter quand on prend une taille caractéristique, par exemple un amas.
de galaxies de 10 puissance 14 masses solaires, qui correspond un peu aux échelles aujourd'hui de 8 mégaparsecs. C'est pourquoi on les calibre l'amplitude des fluctuations à sigma 8 ici. Donc un amas de 10 puissance 14. Alors comment va-t-il se développer en fonction du temps? Ici vous avez le temps et le redshift 0 ici. Et le contraste de densité delta rho sur rho de cette fluctuation-là, de cette taille-là. Alors au début, ils croissent comme le rayon de l'univers, ils sont beaucoup plus grands que l'horizon. L'horizon est tout petit puisque la lumière n'a parcouru que CT et T est petit. Et puis ensuite, ils entrent dans l'horizon, et là on s'arrête ici. Ils sont bloqués par la pression du rayonnement jusqu'à l'équivalence. Alors l'équivalence veut dire que ensuite la matière domine sur le rayonnement, donc la matière va s'effondrer, ici, va obtenir à peu près aujourd'hui enfin le contraste 1 qui est nécessaire si vous voulez ensuite s'effondrer de façon non linéaire et faire des galaxies et des structures. Vous voyez que s'il n'y avait pas de matière noire, les baryons commencent trop tard, et s'il n'y avait pas de cette matière noire, on arriverait ici à un contraste de 10-2 totalement linéaire, on n'arriverait pas à former des structures. Donc il faut absolument avoir de la matière noire pour former des structures. Les baryons ensuite donc, tombent dans cette matière noire et accompagnent. Donc on a ces deux instants qui sont cruciaux pour la formation des structures. Donc il y a aussi ce qu'on aimerait connaître, c'est le spectre de puissance. Alors qu'est-ce que nous quantifie le spectre de puissance? C'est la puissance que l'on a à chaque échelle, c'est-à-dire quel est le contraste de densité, l'amplitude des fluctuations que l'on a pour une échelle donnée. Alors plus facilement, on l'exprime en fonction de k. K, c'est seulement l'inverse de l'échelle, le nombre d'ondes, ou 1 sur lambda. Et donc les petites échelles seront un grand K, les grandes échelles à petit k. Tout simplement parce qu'on passe, c'est beaucoup plus facile de passer en transformée de Fourier où k et lambda sont tous les deux variables correspondantes. Alors, la théorie de l'inflation, que je n'ai pas le temps de développer, mais dont on a parlé à plusieurs reprises, la théorie de l'inflation nous donne la nature de ces fluctuations. En gros, ce sont les fluctuations qui sont les fluctuations du vide au départ, du vide quantique, qui, lors de l'inflation, se dilatent énormément d'un facteur 10 puissance 30 et commencent à prendre une taille macroscopique qui est justement les fluctuations que l'on voit dans le fond cosmologique par le satellite Planck. Et ces fluctuations, normalement, elles devraient être indépendantes d'échelle. Elles devraient rentrer dans l'horizon toujours avec la même amplitude. Et donc, on prédit que ce n, cet exposant-là, serait égal à 1. C'est exactement à peu près 0,9, enfin, peu de choses près, on verra pourquoi. C'est ce qu'on observe dans le Planck. Par contre, alors cette loi de spectre de puissance, c'est-à-dire intensité des fluctuations en fonction de l'échelle, elle correspond aussi à une fluctuation de masse, delta m sur m en relatif, qui décroît avec la masse. Alors si n égale 1, le petit exposant ici est égal à 2/3. Ça veut dire que plus la masse est grande et moins vous avez d'amplitude. Donc ce que vous commencez par effondrer sont les petites échelles. Donc c'est un scénario qu'on appelle bottom-up, c'est-à-dire qu'on forme les petites échelles qui fusionnent dans les grandes échelles. Alors, est-ce que c'est tout à fait vrai? Eh bien, il y a un petit changement ici. P de k ne reste pas égal à k, c'est-à-dire n égale 1, à toutes les échelles. Pourquoi? Il y a cet effet dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que les petites échelles, elles sont empêchées par l'horizon. L'horizon, au départ, est assez petit, donc ces échelles, on les voit, et ces échelles sont freinées. Les grandes échelles croissent, les échelles sont freinées. Et depuis assez longtemps, Peebles avait déjà vu que ça pénalisait les petites échelles, donc les grands K. Et donc on avait une loi supplémentaire qui inclinait cette loi P de K. Finalement, on arrive à ce delta M, là, qui est un petit peu comme ceci en fonction de la taille et des chances quand même. On va voir pourquoi. Alors, cette petite échelle, à partir desquelles, c'est justement les échelles où on a ces oscillations baryoniques acoustiques dont on a décrit la semaine dernière que c'était un outil très important pour justement connaître l'expansion de l'univers. Alors, ce sont pourquoi en fait ces oscillations se sont dues à des ondes acoustiques entre les photons et la matière avant les 380 000 ans. Et lorsque l'univers devient neutre, cette taille caractéristique, elle est figée dans les baryons. Donc ça va nous servir de règle. Et cette règle, elle va subir l'expansion, un peu comme le rayon de l'univers, et on va pouvoir la mesurer à diverses époques et ainsi connaître
l'expansion, la loi d'expansion de l'univers. C'est une des rares façons de la connaître. Donc c'est à ces petites échelles qu'on a ces oscillations acoustiques baryoniques. Et on le voit peut-être ici encore mieux. Voilà. Ici, on a une relation P de K en fonction de K. Et vous voyez qu'au départ, on a P de K qui varie comme un K, proportionnel avec un N égale 1, la loi de puissance. Et puis, il y a un retournement qui correspond justement à cette équivalence matière-rayonnement. Alors, ça se passe un peu avant la recombinaison, c'est-à-dire 60 000 ans après le Big Bang. Et ensuite, on a ces fluctuations qui sont dues à ces oscillations acoustiques baryoniques. Donc, ici, que l'on voit régulièrement. Alors, ça correspond évidemment aux fluctuations que nous avions vues dans le ciel de Planck et en fonction de l'échelle. Donc, c'est ce retournement de fréquence-là qui vous montre que ce n'est pas P égale N, N égale 1 tout de suite, mais il y a un retournement. Et tout ceci est dû au fait que les petites échelles sont pénalisées à cause de leur présence dans l'horizon au départ. Alors, toutefois, on peut quand même montrer que ce delta M sur M, c'est-à-dire pour savoir exactement si on est bottom-up ou bien top-down, c'est-à-dire qu'on commence à effondrer les petites structures, on peut déterminer delta M sur M en fonction de cette N. Et on peut montrer pour N égale 1, c'est donc 2 tiers. Et puis, donc, on voit bien que si N égale moins 3, c'est exactement lorsqu'on a M à la puissance 0. Donc, il suffit que N soit supérieur à moins 3 pour avoir une structure hiérarchique où les petites échelles sont plus fortes que les grosses. Et c'est exactement ce qui se passe. On a toujours N supérieur à moins 3. Et donc, que se passe-t-il? On va avoir ce genre d'évolution en fonction du temps. Ici, c'est l'âge de l'univers. Ici, c'est T égale 0, le Big Bang est ici. Donc, ce qui se forme d'abord, ce sont les petites structures qui sont de la taille de 10 puissance 5 à 10 puissance 6 masse solaire, la taille d'un amas globulaire ici. Et puis, on forme les galaxies naines, les galaxies plus grandes, qui fusionnent pour donner des plus grandes. Ensuite, on forme ici, vous voyez, le redshift correspondant, c'est 4, 2. On forme ici les amas de galaxies, des choses un peu plus grandes qui se forment après et qui contiennent les galaxies, et puis les superamas, etc. Aujourd'hui, on formerait les superamas. Donc, on a ce schéma hiérarchique de formation. Alors ici, c'est la comparaison avec les données, et ça colle vraiment pas mal, puisque ici, on a la taille en millions d'années-lumière. Ici, on a la densité, le contraste de densité. Et ici, vous voyez qu'on est vraiment presque à la taille de l'horizon. Donc, tous ces points sont pris dans toutes les échelles du ciel de Planck, dans le fond cosmologique micro-ondes. Et on voit que, alors en bleu, c'est ce qu'on prédit, la théorie standard. Et ici, donc, on a le Planck. Ici, on a les grandes structures qui sont, disons, conglomérées par la gravité en noir. Donc, les grandes structures dans le Sloan qu'on a vu la semaine dernière. Les amas en bleu, ici, on peut compter les amas. Ici, les lentilles gravitationnelles. Et puis, à petite échelle, ce qu'on peut voir dans le milieu intergalactique de façon un peu linéaire, ce sont les absorbants. On a déjà parlé de cette forêt Lyman alpha devant un quasar. On a des tas de filaments qui n'émettent pas, mais qui peuvent être vus en absorption dans l'arrêt principal de l'atome d'hydrogène. Et on arrive en point vert ici à voir cette amplitude de fluctuation dans ces forêts de Lyman alpha. Donc vous voyez que les observations et ce qu'on attend par la théorie collent à peu près. Alors donc on est un petit peu encouragé d'essayer de voir si on ne peut pas faire des approximations linéaires. Alors ce dont on va parler dans la suite, c'est qu'on va essayer de calculer ces structures de plusieurs façons. La façon qui paraît le plus naturelle, ce sont les simulations numériques. On va en entendre parler tout à l'heure lors du séminaire. Mais les simulations numériques sont très, très coûteuses en temps de calcul. On peut passer des mois à calculer une grosse simulation cosmologique. Par contre, on aimerait faire varier des tas de paramètres sur la formation d'étoiles, comment se développent les galaxies, etc. Donc, on aimerait aussi avoir une approche analytique ou semi-analytique et savoir comment les structures se forment pour essayer de faire varier les paramètres beaucoup plus rapidement. D'où cet effort, par exemple, de savoir ce qui arrive dans le cas à peu près linéaire. Alors, linéaire, les fluctuations, on fait l'hypothèse, et qui est assez vérifiée, qu'on connaît le spectre de puissance, donc on connaît ce qu'il y a comme contraste de densité à telle échelle, à telle échelle. Mais ensuite, pour répartir ces fluctuations dans l'espace, on peut penser qu'elles seront une gaussienne. Par exemple, cette fonction gaussienne, exponentielle de delta E, avec ce sigma 2 qui est l'amplitude des fluctuations et qui est en fait la fonction de corrélation à deux points ou l'autre fonction d'autocorrélation
On définit cette fonction de corrélation à 2 points par l'intégrale de la probabilité, si vous voulez, d'avoir une galaxie à la position x plus r lorsqu'on a une galaxie à la position x. C'est avec r étant la variable ici. Pourquoi? Parce que simplement, on sait que les galaxies sont grégaires et ne sont pas distribuées de façon homogène, auquel cas on n'aurait pas de fonction de corrélation. Mais ici, vous voyez ce qu'on a mesuré dans le survey du Sloan. À petite échelle, évidemment, les galaxies sont très grégaires, elles sont dans les filaments, dans les amas, etc. Il y a de grands vides, la plupart du volume est occupé par les vides, et vous vous souvenez qu'on avait déterminé justement cette petite fluctuation qui représente l'onde acoustique baryonique détectée dans le Sloan. Donc ici, on voit comment la fonction de corrélation à 2 points décroît en fonction d'échelle. Et cette fonction de corrélation nous donne le sigma 2, donc lorsqu'on a sigma de 0. Normalement, tous les modes à une échelle donnée croisent donc de la même façon à 2t, comme on l'a décrit. Et puis, il faut s'arrêter lorsque delta devient égal à 1, auquel cas c'est non linéaire. À ce moment-là, il y a un couplage entre plusieurs modes et on ne peut plus faire de cette approximation, on est obligé de faire des simulations numériques. Alors justement, pour aller un peu plus loin, ce cas linéaire est un petit peu restreint, on va essayer, puisque le problème est assez compliqué, on va simplifier, on va prendre une sphère. Une sphère, donc le 3D va être réduit à une dimension, si vous voulez. Alors une sphère ici, c'est un cylindre parce que c'est à 2 dimensions, on a la densité en fonction d'xy, mais à 3 dimensions, ce serait x, y, z. Et si c'est asymétrie sphérique, il n'y a que le rayon qui est la variable à calculer. On a donc l'accélération qui est égale à la force, le potentiel ici en énergie, c'est l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Et ce petit système-là est facile à résoudre. On a le θ qui est une variable paramétrique et on peut avoir le rayon en fonction de ce θ et le temps en fonction de ce θ. Donc ce n'est pas r de t, mais en fonction d'une variable paramétrique donnée. On peut montrer qu'il y a un effondrement. Alors voici un peu le diagramme de l'effondrement. Ici, vous avez en fonction du temps. Donc, à grande échelle, vous avez l'expansion de l'univers, bien sûr. Et puis, au bout d'un moment, votre fluctuation croît avec l'échelle à 2t. Donc, elle va croître jusqu'à un point où, si vous voulez, elle est égale à la densité critique pour cette région-là. Vous savez que dans l'univers, il y a une densité critique pour laquelle la gravité de l'univers va faire retomber l'univers sur lui-même et vous auriez un Big Crunch, par exemple, un Big Bang puis un Big Crunch. Ici, vous pouvez imaginer que dans cette petite région, dans cette petite sphère, vous avez la densité critique pour retomber sur vous-même. Donc c'est ce qui se passe pour plusieurs coquilles. Alors dans l'approximation de cette sphère, on va penser que les coquilles ne se rentrent pas dedans, enfin, elles sont exactement de façon homogène et vont rester les unes dans les autres, elles ne vont pas se recroiser. Donc ici, vous voyez qu'une coquille va retomber, ici une autre, et une autre, ainsi de suite. Et on peut montrer qu'elle se découple, si vous voulez, de l'expansion au moment qu'on appelle turnaround ou bien point de retournement en français, qui est de plus en plus loin. On se retourne un peu plus. Et on peut montrer que le temps où elle va tomber à zéro, alors ici, ce n'est pas physique, évidemment, on va avoir toutes les coquilles qui vont se croiser. On ne pourra plus faire l'hypothèse que la masse à l'intérieur du rayon est constante, puisque les coquilles ne se croisent pas, c'est l'approximation sous-jacente. Et ici, on va avoir un mélange de toutes les coquilles, donc une relaxation violente et ce qu'on appelle une virialisation avec un rayon constant. Donc ça, c'est l'approximation du collapse, de l'effondrement d'une sphère, qui est reprise ici en fonction de ce θ dont on a décrit tout à l'heure. Donc vous avez l'expansion, le point de retournement et puis le collapse jusqu'à une virialisation à un certain rayon. Et le but, c'est que l'on peut, avec ce petit modèle simple non linéaire, comparer avec ce qui se passe d'un point de vue linéaire. Donc au point de vue, au temps où on retourne et on retombe sur soi-même, en linéaire, ce serait 1, et en non linéaire, c'est 5. Donc déjà, on voit bien le contraste. Et puis au temps de virialisation, vous avez presque un facteur 100. On peut revoir aussi cela dans ces diagrammes-là. Vous avez ici l'échelle. Si vous aviez l'expansion du fond, l'expansion de l'univers en jaune, une petite région qui est un peu surdense et qui va croître un petit peu de façon linéaire. Et puis c'est non linéaire, vous voyez qu'on a un point de retournement. À ce point de retournement, vous avez le facteur 5, et puis ici, vous avez un grand facteur
pour expliquer pourquoi vous avez une sphère qui est maintenant découplée de l'expansion. Donc ce point-là est à l'équilibre, c'est-à-dire que c'est un petit peu ce qui se passe pour toutes les galaxies. Notre galaxie, par exemple, on se demande toujours est-ce que les étoiles sont en expansion? Non, elles sont reliées les unes par rapport aux autres gravitationnellement, et les étoiles dans la galaxie ne sont pas en expansion. De même aussi pour le groupe local, comme Andromède. Andromède ne s'éloigne pas de nous, mais au contraire, elle s'en rapproche. Donc ici, on a un système lié gravitationnellement virialisé. On peut aussi faire l'approximation de Zeldovich, qui est une autre approximation qu'on a utilisée aussi pour faire des approximations et ne pas calculer jusqu'au bout. Cette approximation, c'était de dire qu'au départ, on a quelque chose de tout petit, c'est tout à fait linéaire, on a une petite perturbation en vitesse, et on suppose que la perturbation en rayon va suivre de façon tout à fait douce et linéaire les perturbations en vitesse. Alors l'avantage de cette approximation de Zeldovich, c'est qu'elle permettait de montrer que s'il y avait une asymétrie initiale, alors on avait pris une sphère tout à l'heure, mais évidemment la sphère c'est un cas impossible, il y a toujours dans les fluctuations de l'univers quelque chose qui est tout à fait anisotrope, par exemple un sphéroïde avec A et B, C, trois axes, un triaxe. Et puis on peut montrer que ce qui va s'effondrer en premier, c'est ce qui est le plus grande densité, donc c'est les petits axes. Les petits axes, puisque le temps de chute libre est en ρ moins 1,5, lorsque vous avez un axe qui est plus petit, plus concentré d'un côté, on va accentuer ces contrastes de densité. Ce qui explique pourquoi tout d'un coup vous avez un plan, un mur, une crêpe, ou alors un filament, si vous aviez deux axes égaux et bien un nœud. Donc toute cette géométrie que l'on retrouve dans le web cosmique se retrouve par cette considération. Donc on va un petit peu s'intéresser aux simulations numériques. Alors ici, vous avez une comparaison en bleu le champ de Sloan qu'on a déjà vu la semaine dernière. Donc chaque point bleu est une galaxie. Le petit champ et le grand mur ici. Et puis en rouge, ce sont des simulations numériques que l'on a mis en regard avec la même observation, des observations comme si on observait l'univers, pour montrer que les simulations dans le modèle standard correspondent vraiment, donnent la même géométrie, le même toile cosmique que ce qu'on observe réellement. Donc on est assez satisfait à grande échelle du moins du modèle standard ici, avec des filaments, des murs, etc. Vous avez les doigts de Dieu ici, que l'on a expliqué la semaine dernière, je le rappelle ici un petit peu, parce c'est un outil dont on va beaucoup se servir. Alors, qu'est-ce qu'on appelle RSD, ce qu'on appelle Redshift Space Distortion en anglais? En français, c'est simplement le fait que ce qu'on voit, en fait, c'est non pas espace, 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 c'est trois coordonnées d'espace, mais deux coordonnées d'espace et une coordonnée de décalage vers le rouge. La profondeur ne nous est donnée que par le décalage vers le rouge. Donc, admettons qu'on ait ici une sphère qui s'effondre. Alors, évidemment, l'effet Doppler, dans ce sens, vous ne l'aurez pas, puisque c'est parallèle au ciel. Mais ici, vous avez quelque chose qui a plus de décalage vers le rouge, donc on va penser qu'elle est plus loin, donc on va voir ici. Et celle-ci a moins de décalage vers le rouge, donc on va penser qu'elle est plus près. Donc, vous voyez que de penser à un redshift homogène, alors que finalement, vous avez des structures qui s'effondrent, va montrer que vous attendez à avoir un aplatissement dans cet espace-là. Alors de même, lorsque vous allez effondrer la structure, vous allez ensuite avoir une relaxation et une dispersion de vitesse dans chaque amas de galaxies que vous avez formé, et vous allez avoir quelque chose qui est très large dans ce sens-là. Évidemment, dans ce sens-là, vous n'avez aucun effet Doppler, donc vous ne voyez rien. Et donc, c'est ce qu'on voit ici, le doigt de Dieu, et que l'on voyait bien ici. Vous avez ici un doigt de Dieu qui correspond à l'amas de Coma, et que l'on voit là. Donc, cette déformation-là va nous renseigner sur les contrastes de densité, et si on le regarde en fonction du temps, savoir à quelle vitesse se concentrent les structures, et donc accès à une gravité, est-ce que la gravité est standard ou modifiée, etc. Alors là, c'est aussi la même chose, mais avec un effet de perspective. Vous voyez qu'ici, on a les doigts de Dieu et puis l'aplatissement, mais nous sommes à l'infini. Ici, le Soleil est en train d'observer, et on a une petite déformation due à notre proximité à la structure. C'est dû de Hamilton, et Kayser était le premier à déterminer ces effets de distorsion. Donc, ce taux de croissance qu'on peut exprimer en fonction d'oméga, en fonction de la constante de Hubble, et puis ce fameux gamma, là, qui est à quel taux la croissance de contraste de densité se développe. Dans le cas standard,
de la relativité générale, c'est 0,55. Pour l'instant, on n'a pas observé autre chose, mais on espère bien, lorsqu'on aura plus de précision, pour l'instant, les barres d'erreur sont tellement grandes que beaucoup de valeurs de gamma marchent bien, mais avec tous ces outils-là, RSD, les lentilles gravitationnelles, dont on a parlé aussi la dernière fois, ou les amas, on espère avoir des renseignements. Alors pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait ça, il y a quand même beaucoup de tensions. Par exemple, Weinberg avait réuni ici les points noirs qui étaient le contraste de densité avec 3 des traceurs, les ondes acoustiques baryoniques, les supernovae, le fond cosmologique, et on le voit en fonction de plusieurs modèles d'univers. Ici, il y a le modèle standard, ici, il y a le modèle ouvert de la warm dark matter, c'est-à-dire la matière noire tiède, etc. Je passe sur la série de modèles que vous avez pris en compte. Mais le point à retenir ici, c'est que les points rouges qui prenaient d'autres traceurs, comme les amas, les lentilles ou le RSD que je viens de décrire, eh bien, ne donnaient pas du tout la même chose. Donc là, il y a une petite tension, et c'est peut-être ça qui est intéressant, c'est de voir que tous les traceurs ne donnent pas la même chose, donc il y a sans doute peut-être une évolution qui est différente, et c'est ça qui nous encourage à trouver peut-être quelque chose d'un peu plus... Alors, les simulations numériques. Comment les fait-on, ces simulations? Alors, le grand défi pour les simulations numériques, c'est la grande écart d'échelle qu'il y a entre l'horizon, qu'on voudrait l'horizon de l'univers, qui est à peu près 1000-2000 mégaparsecs, et puis résoudre une galaxie, au moins avoir 1 kiloparsec, donc ça vous fait au moins 6 ordres de grandeur en échelle. Or, quand on fait des simulations, on est à peu près une grille qui fait peut-être 2000 sur 2000 sur 2000, ça vous fait déjà 10 milliards de points de cellules. Ou bien on a aussi des points, on peut avoir un système lagrangien qui a un nombre de points qui est 10 puissance 10 ou 11, 10 ou 100 milliards de points. Mais vous voyez que ce n'est pas suffisant, on va avoir un contraste d'un facteur 3, enfin 10 puissance 3, de 3 ordres de grandeur, et ce n'est pas suffisant pour avoir toutes les gammes d'échelle que l'on va avoir dans l'univers. Par contre, on sait que pratiquement tout le volume est vide. Donc on ne va pas vouloir représenter en grille tout le volume avec une grille très fine. Donc ce qu'on va utiliser, c'est l'adaptation de la résolution. Dans les vides, on aura une grille très très grossière. Et puis dès qu'on aura des galaxies et des amas de galaxies, on va raffiner. Et donc c'est là qu'est l'astuce pour essayer de traiter cette grande gamme d'échelles. Et puis aussi, on va se servir de la transformée de Fourier. Pourquoi? Parce que le potentiel qu'on veut calculer, le potentiel gravitationnel, est la convolution entre la densité, sigma c'est le contraste de l'amplitude des densités, les contrastes de densité, et la convolution avec le potentiel newtonien 1 sur R. Ici, c'est à 2 dimensions, mais on pourrait mettre à 3 dimensions. Et donc, une convolution, c'est très long à calculer. Par contre, la transformée de Fourier, ça c'est extrêmement rapide. Il y a beaucoup d'algorithmes qui ont été raffinés et perfectionnés. Donc ça, on peut s'en servir, c'est sur l'étagère. Et puis, quand on est passé dans l'espace de Fourier, une convolution, c'est un produit ordinaire. Le produit ordinaire est très rapide aussi. Et ensuite, on revient dans l'espace normal et puis on avance ces particules. Donc c'est ça le principe de résolution sur une grille donnée, et puis ensuite une multigrille, d'un problème à n corps, c'est-à-dire qu'il faut des milliards de particules qui interagissent les unes avec les autres. Et si on ne prenait pas ces astuces, on aurait quelque chose en n au carré à calculer, ce qui n'est possible que pour 10 puissance 4 à 5 particules. Donc déjà, alors il y a aussi le problème qu'à petite échelle, évidemment, on est obligé d'adoucir son potentiel, vu que le nombre de particules n'est pas assez suffisant. En général, dans les simulations, vous avez une particule qui va dévier l'autre particule très fortement, alors que dans la réalité, vous avez des milliers, des millions de particules, et donc les particules vont tout droit et ne sont jamais déviées. Donc il faut adoucir la gravité, et le petit a, on a 1 sur R2 plus A2, ou racine de R2 plus R2 pour le potentiel, et ce A, c'est justement la résolution de vos simulations. Il y a aussi d'autres méthodes, comme la méthode en arbre, au tricode. C'est pareil, on fait des approximations. L'approximation étant que lorsqu'on est ici, par exemple, et qu'on a un amas de galaxies dans ce point-là, avec beaucoup de vide entre là, de temps, vous voyez qu'ici, on peut remplacer toutes ces particules par leur barycentre. On est tellement loin qu'on peut faire un développement. On a d'abord le monopôle, donc toute la masse au barycentre, et puis le deuxième terme, c'est le quadrupôle. On peut prendre le quadrupôle, et puis on s'arrête là, vu qu'on est très distant. Donc c'est à partir d'un angle d'ouverture, ici,
Donc quand on est très proche, l'angle est très grand. On fait le vrai n-core donc en n2, mais avec n assez petit. Et ensuite, on fait des approximations. Et donc, il faut connaître un petit peu la structure en arbre de toutes vos particules pour savoir lesquelles sont proches sur la même branche, etc. Donc ça, c'est un code que beaucoup de gens utilisent. Et puis, ça, c'est pour l'interaction, mettons, gravitationnelle. Après, il faut que vous rajoutiez l'hydrodynamique du gaz. Alors, qui est soit vous avez des nuages de gaz dans certaines considérations. Par exemple, dans une galaxie, vous pouvez penser que vous avez des nuages qui rentrent en collision et qui rayonnent tellement qu'ils sont isothermes. Donc, vous pouvez faire l'approximation d'une particule collante. Mais très souvent, on utilise ce principe de particules un peu lissées, qu'on appelle SPH, et qui est le principe suivant, c'est-à-dire que vous avez un grand nombre de particules qui représentent votre fluide, et chaque particule a une certaine taille, une fonction de poids, si vous voulez, qu'on appelle W, et qui est à bord fini, il ne va pas jusqu'à l'infini. On a à peu près 30 à 50 voisins qui sont à peu près dans son volume-là. Et chaque quantité va être sommée sur tous les voisins. Donc on va faire la moyenne de toutes ces quantités, densité, température et toutes les quantités que vous voulez choisir sur ces voisins. On peut aussi toutes les quantités. Alors évidemment, ce n'est pas une somme continue, mais une somme discrète, puisque vous avez un nombre de particules. Le principe est que vous suivez les particules, c'est un peu lagrangien, vous suivez votre système, et toutes les quantités, gradients et tout, vont être calculées, pression, force et tout. Donc voici le principe d'un calcul. Aujourd'hui, on fait beaucoup de ce qu'on appelle AMR, c'est-à-dire sur grille cette fois, avec un raffinement on divise la grille en deux à plusieurs niveaux, donc ça fait un raffinement en résolution. Et puis, on va essayer de paralléliser au maximum, car en général, quand on veut faire un calcul à 10 milliards ou 100 milliards de particules, il faut des millions d'heures de calcul. Alors évidemment, des millions, il faudra attendre des années, mais si vous avez 10 000 CPU, 10 000 petits computers dans un amas de computers, à ce moment-là, vous pouvez attendre quelques jours et vous avez fini avec votre million d'heures de calcul. Donc il faut à ce moment-là paralléliser. Donc vous voyez un petit échantillon ici. Vous pouvez, sur chaque computer de votre amas, vous avez ici une région que vous calculez en même temps. Et puis en parallèle, vous pouvez calculer les régions de différentes couleurs. Donc il faut répartir la charge de calcul sur plusieurs CPU. Alors voilà par exemple le système de Romain Tessier qui a calculé ce code d'algorithme. Vous voyez un petit peu une amas de galaxies ici, et puis le nombre de niveaux qu'il faut pour avoir, par exemple ici vous avez un amas et du vide l'essentiel du volume, et vous voyez le nombre de cellules qu'il a fallu diviser jusqu'à 2 puissance 25. Vous avez division d'un facteur 2 à chaque fois, hein, comme vous voyez ici. Donc vous pouvez avoir une gamme d'échelle jusqu'à 3 puissance 7. Et c'est là qu'on gagne. Alors évidemment, on gagne cette dynamique d'échelle seulement sur les endroits où il y a des particules, mais ça permet de faire une très très grande économie. Ainsi, on a pu, par exemple, avec un type de AMR comme ceci, Tom Abel a pu regarder la formation des premières étoiles au début de l'univers, lorsque vous avez un nuage de gaz. Alors vous voyez l'échelle ici, 600 parsecs, on va définir d'un facteur 10, jusqu'à voir le petit nuage qui forme l'étoile à partir de quelque chose qui était très 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 grand. Ça permet d'avoir une gamme d'échelles remarquable. Alors une fois que vous avez votre résolution et votre gamme d'échelles, il faut aussi penser à refroidir et chauffer le gaz. Quelles sont les fonctions que l'on prend? Alors ça c'est assez complexe. Je vous ai mis ici une petite idée des fonctions qui sont tabulées, que l'on connaît à l'avance, pour vous montrer qu'elles dépendent beaucoup de la métallicité, la composition du gaz que vous simulez. Ici, vous avez en bleu l'abondance des éléments lourds, ce qu'on appelle métaux en astrophysique, c'est-à-dire carbone, azote, oxygène, tout ce qui est plus lourd que les éléments légers qui sont formés dans le Big Bang, comme l'hélium, le deutérium et le lithium. Donc tout ça est formé dans les étoiles. Donc la simulation peut prendre en compte la formation d'étoiles, va rejeter les métaux, donc le carbone, l'oxygène, par des vents, des supernovae, etc. Et donc le gaz va être enrichi par la simulation en métaux. Vous voyez qu'on a des ordres de grandeur dans l'efficacité du refroidissement si vous avez des métaux, parce que les métaux rayonnent beaucoup, et il faut prendre en compte tout cela pour avoir une idée du comportement du gaz et former des étoiles. Alors ici, si vous avez aussi le rayonnement d'un trou noir supermassif au centre des galaxies,
qui fait un noyau actif qu'on appelle AGN. À ce moment-là, vous voyez que toutes les fonctions sont beaucoup moins efficaces. Pourquoi? Parce que vous avez ionisé votre environnement et chauffé et vous n'avez plus du tout cette efficacité. Donc tout ça, les trous noirs, doivent être pris en compte dans les simulations. On s'est aperçu d'ailleurs à peu près vers 2005 que, et justement parce que tout d'un coup la résolution en spatiale des simulations a augmenté régulièrement, en 2005 on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup trop de gaz chaud dans les simulations. Ici vous avez un diagramme densité-température où les particules, donc, lorsqu'elles rentrent dans un potentiel, ont une grande vitesse, elles sont chauffées par les chocs qui se produisent, et on avait toujours des particules qui passaient dans cette zone-là très très chaud, et puis qui étaient obligées de retomber ensuite sur la galaxie par ce qu'on appelle des flots de refroidissement. On était obligé d'attendre que ça se refroidisse pour reformer du gaz froid et alimenter en gaz pour former des étoiles. Et on s'est aperçu que finalement, lorsqu'on avait beaucoup plus de résolution, il y avait des courants de gaz froid qui subsistaient en fonction, parallèlement en fait avec le gaz chaud, et qu'on pouvait ne pas avoir besoin de chauffer le gaz et alimenter les galaxies avec du gaz froid. Alors voici un petit peu des exemples de cette simulation-là, par exemple, où ici vous avez la température, en rouge le gaz très très chaud, en bleu le gaz froid. Vous voyez que vous avez des filaments de gaz froid. Alors évidemment, ils sont beaucoup plus denses et toute la matière est dans le gaz froid. Donc toute la matière est dans les filaments bleus et ces filaments approvisionnent la galaxie en gaz froid et permettent de former plus d'étoiles. Donc il est essentiel d'avoir exactement l'équation d'état du gaz pour savoir combien de gaz froid, gaz chaud vous avez. Ici, vous avez par exemple l'équation d'état en fonction de la densité et la température. Là, vous avez une forte transition parce qu'à cette température de 10 puissance 4, c'est là que le gaz va devenir ionisé ou neutre. Et ici, vous avez du gaz neutre atomique ou moléculaire, très forte densité. Donc quand le gaz est très dense et très froid, la pression qui est proportionnelle à N et à T peut être équivalente au gaz chaud et diffus. Donc vous avez en général peut-être équivalence de pression, enfin équilibre de pression, et puis des multiphases, c'est-à-dire du gaz froid qui est mélangé intimement au gaz chaud au même endroit. Alors justement, c'est ce que, par exemple, certains auteurs comme Dekker et Birman ont déterminé à cette année-là. C'est-à-dire ici, vous avez, en fonction de la masse du halo de matière noire, donc de la galaxie sous-jacente ici, que ce soit inférieur à 10 puissance 12 masse solaire ou supérieur à 10 puissance 12, vous voyez qu'en fonction du temps, la température, qui est ici en couleur, ne sera pas du tout la même. Donc le principe, c'est lorsque vous avez une très grosse galaxie, les vitesses de chute du gaz sont très grandes, puisqu'on a un potentiel très profond, et donc les chocs sont très efficaces pour chauffer. Donc vous chauffez très vite, vous avez la température donc très rouge ici, donc du gaz ionisé, alors que dans un petit halo, la vitesse n'est beaucoup moindre et vous pouvez rester froid très longtemps. Donc dans ce diagramme, en fonction du temps, donc de l'univers, en fonction de la masse, toutes les petites masses gardent leur gaz froid, la création froide qui permet de former les étoiles. Par contre, au-dessus d'une certaine masse, alors au début de l'univers, vous avez quand même du gaz froid en équilibre avec du gaz chaud, et puis ensuite, vous avez arrêt total de la formation d'étoiles, car autour de la galaxie, il n'y a plus que du gaz chaud et il ne peut plus alimenter la formation d'étoiles. Alors voici une simulation justement de ce phénomène-là. Vous avez trois couleurs ici, par Agartz et al. Vous avez trois couleurs. En rouge, la température. Vous avez du gaz très chaud d'un filament cosmique. Vous avez du gaz froid et la densité en bleu vous montre le filament de gaz froid. Ce petit bleu, là, c'est une galaxie un peu faisonne qui cumule les trois. Et vous voyez que cette galaxie qui forme des étoiles, elle rejette les étoiles par les supernovae. Et lorsqu'on en a plusieurs, donc ça fait une flambée de formation d'étoiles, vous pouvez rejeter des tas de métaux, c'est-à-dire du carbone, de l'azote, de l'oxygène, qui sont rejetés dans le milieu intergalactique. D'où la raison pour laquelle même le filament cosmique qui n'a pas de formation d'étoiles est quand même métallique, c'est-à-dire a des rejets, est enrichi par des éléments lourds qui viennent des galaxies ici. Alors ici, une simulation vous montre, à partir de l'état initial, comment cette structure en fait, de web cosmique, elle est très complexe, mais elle se simplifie en fonction du temps. Ici, vous avez des tas de filaments, et cette simulation montre bien comment les filaments se fusionnent eux aussi. Vous avez moins de filaments à la fin, vous avez plus de galaxies, mais moins de filaments.
Alors, cette structure de web cosmique, je vais le décrire un petit peu plus en détail. Ici, vous avez une simulation sous-jacente de matière noire qui vient du Millennium, qui est disponible à tout le monde pour faire des calculs, des calculs semi-analytiques. En fonction de l'échelle, vous voyez que cette structure est imbriquée. À 1400 mégaparsecs, vous avez quelque chose qui est un peu plus homogène, mais lorsque vous regardez de près un zoom, ici vous commencez à voir les filaments, vous commencez à voir des murs aussi, des crêpes, vous commencez à voir des amas de galaxies, des petits groupes, et puis ici à 6 mégaparsecs, c'est en gros la distance d'Andromède et la galaxie, c'est à peu près 1 mégaparsec, donc vous voyez la taille d'un petit groupe de galaxies comme le groupe local, et vous avez une grosse galaxie au centre avec des tas de petits halos noirs. Donc c'est cette structure-là qu'on retrouve à toutes les échelles, étant donné que les vides sont ce qui occupe le plus de volume. Alors cette structure imbriquée, elle a été déterminée depuis très très longtemps en fait. Quand on regarde, bon c'est un petit peu l'analogie avec les poupées russes, c'est pas tout à fait des poupées russes parce qu'elles ne sont pas complètement imbriquées, il y en a qui sont un petit peu en dehors, mais on peut remonter à Charlier, 1922. C'est une période où on venait juste de découvrir que les galaxies existaient. Donc il avait déterminé des structures de galaxies, pas encore d'expansion, hein, c'est en 1930 qu'on a vraiment établi l'expansion de l'univers, mais on avait déjà une hiérarchie de galaxies. De vos couleurs, qui était un Français exilé au Texas, aux États-Unis, en 1970 avait proposé une loi universelle de densité de matière en fonction de la taille, qui varie inversement en fonction de la taille. Plus vous prenez une grosse zone et moins la densité sera constante, sera grande. Et 5 années plus tard, Benoît Mandelbrot a reconnu que ce genre de structure s'appelait un fractal. Et vous voyez que cette structure-là a été créée par un algorithme il suffit de lui donner la fonction, le spectre de puissance, et puis, par hasard, vous avez la loi du fractal et vous pouvez déterminer ce que c'est. Donc, vous voyez que ça ressemble un petit peu à la structure en filament que l'on voit dans l'univers et qui est représentée ici, hein, soit dans le Sloan, ici, filament, et puis soit dans les doigts, les cônes de galaxies, ici, faits par Vipers, dont on a parlé la semaine dernière. Alors, je fais une petite parenthèse ici, car ce que Charlier avait vu dès le départ, et pourquoi il s'intéressait à cette structure fractale, c'est qu'il voulait résoudre le paradoxe d'Olbers. Le paradoxe d'Olbers, c'est pourquoi le ciel est noir. Alors quand on ne connaît pas l'expansion de l'univers, on peut se poser la question, on se dit, bon, l'univers est infini, et si vous avez une infinité d'étoiles ou de galaxies, si vous sommez tout cela, vous devez trouver quelque chose de très brillant, or la nuit, ce n'est pas ce qu'on voit. Et donc Charlier pensait à cette structure fractale. Vous avez une structure qui est très grégaire et concentrée. Et en effet, vous pouvez cacher beaucoup de matière derrière cette structure-là. Il suffit que la dimension soit inférieure à 2 pour avoir cette structure-là. Alors aujourd'hui, évidemment, on a d'autres arguments pour montrer que l'univers n'est pas infini. On remonte le temps et on s'arrête au Big Bang. En plus, on décale vers le rouge. Donc on n'a pas du tout ce problème-là, mais c'est quand même historiquement important de savoir ça. Aussi, à l'époque, lorsqu'on n'avait pas encore le Hubble Deep Field et le Hubble Ultra Deep Field, on s'arrêtait à peu près à cette zone-là de notre univers observable. Et dans cette zone-là, on n'avait pas encore atteint l'homogénéité de l'univers. On se demandait à quelle échelle, on savait bien qu'à grande échelle, l'univers est isotrope et homogène, puisque dans le fond cosmologique, c'est ce qu'on voit, mais à quelle échelle? Et en fonction des fonctions de corrélation, il n'était pas facile de le savoir. En effet, vous avez ici ce qu'on faisait à l'époque, c'est ce genre de fluctuation, la probabilité d'avoir une galaxie à une distance r d'une autre, en fonction d'un volume V1 et V2 pour les deux masses ici, était proportionnelle à la densité moyenne de l'univers. Alors cette densité moyenne de l'univers, quelle était-elle? Puisqu'on ne savait pas à quel endroit il fallait couper. Donc on avait des coupures comme ceci, à l'échelle dans laquelle on supposait l'univers homogène. En fait, on sait aujourd'hui qu'il vaut mieux prendre la densité moyenne autour d'un point occupé et on a quelque chose qui décroît de façon régulière avec une loi de puissance qui est justement cette loi fractale. Alors à un moment donné, ce n'est pas un fractal qui est toujours la même dimension puisqu'à un moment donné, on va atteindre l'homogénéité.
Donc on a une espèce de multifractal avec une dimension qui devient égale à 3, c'est-à-dire l'homogénéité, M étant R3, à peu près à 300 mégaparsecs, qui correspond à une taille de 10 puissance 17 masse solaire. Donc ça, c'est ce qu'on a découvert peu à peu. Donc maintenant, nous avons nos structures d'univers. On va définir un petit peu un squelette. Pourquoi on a besoin de définir un squelette? C'est que si on veut comparer avec les observations, on aimerait connaître l'environnement d'une galaxie. Est-ce qu'elle est dans un filament, donc environnement dense, ou bien dans un vide, ou bien quelle est la distance à son filament? Alors ici, on voit que dans un croisé de filaments, on a en général 3 ou 4. C'est ce qu'on voit ici. Et ce qui est possible, c'est de déterminer un petit peu le relief, un petit peu comme un organisme de Morse-Smaler, qui est utilisé un petit peu partout. Mais pour l'univers, on peut s'en servir aussi. Par exemple, on peut définir des maxima en rouge, ici un point rouge, des minima en bleu, et puis des points de sel, des cols, si vous voulez, en vert. Et ce qu'on définit, c'est des vallées, ou des manifolds ascendants en anglais, si vous voulez, mais des vallées ou alors des montagnes, quelque chose qui descend, quelque chose qui monte à partir d'un minima. Et quand on rejoint toutes ces lignes de plus grande pente avec un gradient qui est le gradient de densité, que vous voyez avec ces petites flèches-là, on a ces lignes ici, les lignes intégrales critiques ici. Donc ça, c'est un algorithme qui a été développé par Thierry Sousby, disperse, vous pouvez le voir sur le web, et ça nous permet, dans une simulation numérique où on voit tous ces filaments, de déterminer les vides, qui sont ces vallées, donc, ou ascending, si vous voulez, et puis peut-être même les murs et les crêpes, qui sont les bordures des filaments, et puis le squelette. Alors, de squelette, ça nous a permis, par exemple, si vous lissez à 8 mégaparsecs, vous avez un squelette plus fin, si vous lisez à 16, vous avez un squelette plus gros, et en tout cas, de définir pour chaque point, pour chaque galaxie, la distance au squelette, la distance à la plus grande densité. Et vous voyez que dans la simulation, on a pu montrer que les couleurs, alors la couleur c'est quoi? C'est lorsqu'une galaxie ne forme plus d'étoiles, elle est très rouge, par exemple une galaxie elliptique. Lorsqu'une galaxie forme de plus en plus d'étoiles, les étoiles jeunes sont très bleues, donc ici veut dire taux de formation d'étoiles assez élevé, et ici on a stoppé complètement la formation d'étoiles. Et on voit bien que les galaxies sont plus rouges lorsqu'on est en très forte densité moyenne, lorsqu'on s'approche d'un filament ou d'un nœud, quelle que soit la taille de lissage d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui représente bien la réalité. On a par exemple dans les amas de galaxies comme l'amas de la Vierge, on a bien établi que toutes les galaxies étaient devenues rouges ou elliptiques et la formation d'étoiles était stoppée. Donc tout ça, c'est très utile. Donc je vais montrer quand même des exemples de simulation. Ici, c'est Illustris, et aussi, ça nous a permis de montrer que la structure hiérarchique était bien exactement celle qu'on attend dans les observations. Et dans cette petite simulation, un petit exemple de galaxie filament fait par Lucio Viala. Ici, vous voyez l'accélération, le rayon de l'univers, le redshift et le temps. Vous voyez des filaments. Vous voyez ici, ce qui est représenté, c'est le gaz. En bleu, c'est le gaz froid, et en rose, c'est le gaz plus chaud. Ce que vous voyez dans un filament calme, des petites galaxies qui interagissent, qui fusionnent, on voit qu'ils forment des bras de marée et qui forment des galaxies plus grosses, donc on a une formation un petit peu hiérarchique, mais toute tranquille, donc c'est un petit peu une zone où il n'y a pas beaucoup, c'est presque le vide, et une zone où on a une formation de galaxies très calme. Et là, vous allez voir une surdensité, donc une amas de galaxies, vous voyez que c'est très très chaud. C'est-à-dire que le gaz qui est évaporé des galaxies, qui est même balayé des galaxies, va devenir de plus en plus jaune. Alors le plus chaud, c'est le plus jaune. Et puis de temps en temps, vous avez un autre ensemble de galaxies, une autre collision d'amas. Ici, vous avez un deuxième amas qui va balayer du gaz des galaxies, former un gaz très très chaud qu'on observait. Ici, vous avez un deuxième amas qui arrive. Et donc, vous formez dans les amas de galaxies énormément de gaz chaud qui est observé en rayons X et qui contient la plupart des baryons. Donc, je m'arrête là. Et donc, je vous ai donné un petit aperçu, mais on aura tout à l'heure un aperçu plus grand de simulation numérique. Et dans les minutes qui me restent, je vais vous essayer de vous montrer qu'on ne perd pas l'idée qu'à côté des simulations numériques, on aimerait faire des simulations semi-analytiques, c'est-à-dire déterminer un petit peu l'histoire des formations de galaxies, de fusion de galaxies, et savoir un peu quels sont les progéniteurs des galaxies aujourd'hui et pouvoir changer les paramètres physiques et expérimenter.
Alors, ce qu'on utilise pour faire des simulations semi-analytiques, c'est le formalisme qu'avait trouvé Press et Schechter en 1974, donc quelque chose d'assez ancien aujourd'hui. L'idée, c'était juste de dire que la gravité est une loi indépendante d'échelle, en 1 sur R2, et qu'on doit avoir quelque chose qui est self-similaire, des galaxies qui fusionnent de façon self-similaire et un petit peu fractale, si on veut. Donc, ils ont mis au point ce principe-là, un petit peu gaussien, dont on a parlé au début. Et puis, ils se sont aperçus qu'on arrivait en effet à représenter toute la structure, les grandes structures, mais un facteur de près, c'est-à-dire il n'y avait que la moitié de la masse qui était dans les structures, le reste est dans un fond constant, diffus. Et en fait, le gros problème, c'était qu'ils n'avaient pas pris en compte les structures qui sont à l'intérieur d'autres structures, un petit peu comme ceci. Et donc, aujourd'hui, on utilise un formalisme étendu, Extended Press-Schechter, ou EPS, et ça marche très très bien. Alors, le principe pour faire ceci, c'est des excursions de densité en fonction de l'amplitude des fluctuations. Alors, vous voyez, on fait comme une marche au hasard, en quelque sorte, et dès que la densité est supérieure à un certain seuil, on voit qu'on a déterminé la formation d'un halo, un grand halo, un petit halo, etc. Ici, on a plusieurs marches au hasard. Vous voyez qu'il y a A. L'amplitude est ici, sigma 2, de ce côté, mais comme on sait qu'elle va en 1 sur M, on sait que les masses sont ici. Alors, le facteur 2, on s'en aperçoit ici parce que lorsque vous avez une marche au hasard B ici et B', elles sont équiprobables, elles sont exactement symétriques par rapport à la ligne ici. Ici, on a déjà formé un gros halo, il est au-dessus de la masse seuil, et puis tout d'un coup, on descend. Ça veut dire qu'on a formé un gros halo de grande masse et que le petit halo ici sera à l'intérieur de la grande masse. Donc, on a ce facteur 2 qui est bien compris maintenant. Donc, je passe pour ces détails-là. Et donc, on arrive à former ce qu'on appelle des armes de fusion. Vous voyez des petites galaxies qui sont représentées ici, et puis leur évolution par fusion de petits, un peu comme des fleuves, des petits ruisseaux qui deviennent des grands fleuves ici. On arrive à former une grande galaxie à partir de toutes petites galaxies. Donc, on a un arbre de fusion, et en fonction du redshift, donc d'évolution de temps, ça va croître en fonction de la masse. Alors, il y a plusieurs façons de planter ces arbres de fusion, c'est des recettes. En fait, on sait qu'on a ces progéniteurs, comme je l'ai montré dans l'excursion, mais il faut aussi vérifier qu'il y a conservation de la masse. Alors, on tire au hasard parce qu'on a toujours la probabilité d'avoir ce progéniteur, cet ancêtre en fonction de la masse que l'on a. Et en fin de compte, on va quand même conserver la masse et on va revenir en arrière. Donc, on peut tester au hasard 2000 arbres et voir un petit peu que ce soit vérifié. Donc, ces arbres, ce n'est pas complètement déterminé et il y a plusieurs façons de faire. Donc, on peut aussi comparer avec les simulations, ce qui n'est pas facile, parce que dans les simulations, il faut aussi déterminer où sont les galaxies. Ça paraît évident comme ça à l'œil, mais lorsque vous avez ce résultat-là, il y a des algorithmes qui trouvent les sous-structures, les structures d'abord, les sous-structures, etc. Et il y en a plusieurs, et ce n'est pas forcément exactement les mêmes sous-structures qu'ils trouvent. Donc, voici un petit peu un outil. Et donc, cet arbre de fusion, vous voyez un petit peu une simulation qui devient de plus en plus complexe. Et puis, vous déterminez toutes les sous-structures, et puis, peu à peu, il est encore plus difficile de savoir si les structures que vous avez là, quels sont les ancêtres à ces structures-là. Donc là, vous avez aussi un choix à faire, et donc ce genre d'arbre a été fait. Alors, une fois que vous avez ces simulations faites, à partir par exemple du millénium, que je vous ai donné un exemple, vous avez des arbres de fusion. Donc, vous avez votre matière noire et vous ne bougez plus. Et par contre, vous pouvez tester beaucoup de physique de galaxies, par exemple la formation des étoiles, par exemple le feedback des étoiles, c'est-à-dire les supernovae, à combien de gaz va être échappé de toutes ces galaxies. Et vous pouvez en faire des milliers. Donc, contrairement aux simulations numériques, vous en faites une et vous ne pouvez pas vraiment changer beaucoup les paramètres physiques. Là, on va pouvoir faire ça, c'est-à-dire tester la physique des baryons, donc la formation d'étoiles, le recyclage du gaz, et peut-être aussi l'accrétion autour d'un trou noir supermassif au centre des galaxies, et puis le feedback du trou noir. Alors, tout ça peut varier, vous pouvez éjecter tout le gaz, et tout ça, on aimerait comprendre et expérimenter, et c'est dans ce genre de simulation semi-analytique que vous pouvez l'expérimenter. Alors, voici un exemple de formation d'un très gros amas ici, par des tas de petites galaxies naines au départ. Vous voyez qu'elles fusionnent de plus en plus. Ici, on a une galaxie centrale d'amas. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit en fonction du temps, ici le temps au début de l'univers, en vert, vous avez la formation d'étoiles.
on forme toutes les étoiles très très tôt, dans la premier quart de l'univers. Par contre, les galaxies fusionnent ensuite, au début avec beaucoup de gaz, mais après sans gaz. Et donc, vous avez des vieilles étoiles dans des galaxies jeunes, parce que vous avez formé les galaxies très récemment. Donc, ce n'est que très récemment que la galaxie s'est formée, mais elle s'est formée avec des vieilles étoiles. Donc, l'âge des étoiles n'est pas l'âge des galaxies, il faut faire attention. Donc, tout ça, ça a permis de rapprocher un petit peu les simulations numériques avec du gaz froid, etc., et de comprendre que finalement, la fusion de galaxies avait relativement peu d'importance. Une galaxie assemble sa masse avec 10% de fusion entre galaxies. La plupart de la masse est assemblée dans les filaments et accrétion de filaments. Donc, je termine ici mon résumé pour vous dire que maintenant, on commence à comprendre le spectre de fluctuation et on fait à la fois des simulations numériques totales, mais alors en petit nombre, parce qu'il faut traiter des milliards de points. Et par contre, on utilise ces simulations pour refaire des simulations semi-analytiques pour essayer de tester toute la physique. Et c'est lorsqu'on aura compris toute cette physique à petite échelle qu'on pourra faire des progrès. Donc, je vous remercie.